Salut tout le monde, nouveau numéro du Comic Eater Showcase. Aujourd'hui, 3 livres, on va parler de Spider-Man, le Superior Spider-Man tome 3 chez Panini Comics. Et ensuite, on parlera de 2 gros morceaux de la mythologie Batman. Enfin, un gros morceau et un peu plus indigeste, bien que bon. Alors, Superior Spider-Man, c'est le tome, donc, comme je viens de le dire, numéro 3, qui est toujours publié dans la collection Marvel Now de Panini Comics au prix de 12,50 €. Il contient 5 épisodes, soit ici les épisodes 11 à 16 du Superior Spider-Man, avec enfin quelques petits croquis en bonus, c'est toujours ça le prix, et les couvertures évidemment, voilà ici. Alors ce tome 3 marque à peu près environ la moitié du run du Superior Spider-Man qui est terminé aux États-Unis en VO. On va revenir un petit peu sur ce qu'est le Superior Spider-Man. C'est une histoire écrite par Dan Slott qui fait suite à Amazing Spider-Man, qui était écrite également par Dan Slott, qui officie depuis pas mal de temps maintenant sur la série, et avec au dessin 3 dessinateurs qui se relaient au fur et à mesure des épisodes. Le gros du travail est dessiné quand même par, quoique le gros du travail, je vais mentir en fait en ayant bien regardé, c'est à peu près un tiers, c'est-à-dire qu'ils se partagent équitablement les numéros. Nous avons un tiers dessiné par Ryan Stegman, que nous ne voyons pas dans ce numéro, donc je vais en prendre un. Je vais prendre le numéro 1, puisque c'est lui qui a commencé. Donc Ryan Stegman, c'est ça. Ryan Stegman est, pour moi, si on regarde, le plus important des 3 dessinateurs. C'est celui qui officie dans la majeure partie des événements les plus importants. Et il est le dessinateur que je préfère, d'ailleurs, des 3, étrangement. Il a un style assez carré, assez cartoony, assez quand même violent, dur, que j'aime bien. Donc voilà, ça c'est du Ryan Stegman. Ça c'est le premier dessinateur, donc que j'aime beaucoup. Ensuite, le deuxième dessinateur, celui à qui on donne les tâches un peu ingrates, j'ai envie de dire, c'est un peu celui qui remplit, c'est Camuncoli, Giuseppe Camuncoli, et c'est ça. Donc ça, on est revenu sur notre tome 3, puisque le tome 3, on a 2 dessinateurs qui officient, Giuseppe Camuncoli. Donc voilà, je vous montre. C'est celui que je l'apprécie le moins des 3, bien que ce ne soit pas non plus très vilain. Ça se laisse regarder. C'est plutôt bien fait, mais voilà, ça manque un peu de détails dans les décors. Les formes, autant les 2 autres ont un style particulier, autant celui-là, il est assez classique au final dans les personnages. Donc voilà, ça se laisse lire sans pour autant faire briller la rétine. Donc le deuxième dessinateur, Giuseppe Camuncoli. Et le troisième, c'est Humberto Ramos. Alors Humberto Ramos, je vais aller vous chercher les pages. Ben voilà. Hop, on y est. Donc Humberto Ramos, que vous connaissez évidemment, qui s'occupe du dernier tiers de la série. Donc la série se partage entre 3 dessinateurs avec à peu près un nombre équitable d'épisodes et donc de planches à fournir. Alors j'aime beaucoup Humberto Ramos. J'aime beaucoup ce qu'il fait là, évidemment. Et pour autant, j'aime bien Ryan Stegman. Mon préféré, c'est Stegman, puisque j'ai commencé Superior Spider-Man avec lui. Il a un style particulier, que c'est la patte pour moi, Superior Spider-Man, puisque Monsieur Ramos, Humberto Ramos, on le voit sur Amazing Spider-Man, on le voit sur autre chose, c'est lui qui a repris Amazing Spider-Man. Donc finalement, il n'y a pas une patte pour moi, Superior Spider-Man, il y a une identité visuelle qui est faite par Ryan Stegman. Donc moi, mes épisodes préférés, c'est Ryan Stegman, même si j'aime beaucoup Humberto Ramos, et un peu moins Giuseppe Camuncoli. Donc ce tome 3 qui reprend les épisodes 11 à 16, il est moitié Camuncoli, moitié Humberto Ramos. Donc c'est pas mal, mais sans plus. Voilà. Évidemment, tout ce qui est Humberto Ramos, j'ai plutôt apprécié. Tout ce qui est Camuncoli, donc l'autre moitié un peu moins. Même si c'est pas non plus désagréable à lire. Alors qu'est-ce que Superior Spider-Man? Superior Spider-Man, c'est Dr. Octopus qui prend le contrôle du corps de Peter Parker et qui devient Spider-Man. Il se veut un Spider-Man meilleur, plus efficace, que ce soit dans sa vie professionnelle de héros et vie personnelle. Et il s'appelle le Superior Spider-Man, le Spider-Man supérieur. La série se découpe donc avec un schéma narratif assez bien réussi, puisque dans les premiers épisodes de la série, on commence par voir un peu l'évolution personnelle du personnage, sa vie amoureuse, sa vie professionnelle, sa vie en tant que héros, avec donc l'amélioration des gadgets, des techniques,
une mentalité qui change, puisqu'il ne va pas hésiter à frapper, à vouloir tuer les ennemis. Spider-Man va tuer, alors c'est dans le tome précédent, dans le tome 2, que Spider-Man tue un ennemi pour la première fois, ce qui fait réagir bien évidemment les Avengers. On voit son lien avec les autres héros, puisque les Avengers vont venir pour lui faire la morale, ça va mal se passer. Son lien avec les méchants, puisque dans un premier temps, il essaye de faire copain-copain avec le vautour dans les épisodes précédents, avant de se rendre compte de toute la folie du personnage, et dans ce cas-là, la relation avec les méchants change, ils ont peur de Spider-Man, puisque Spider-Man tue maintenant ses ennemis. Voilà. Il y a la relation avec Peter Parker, qui est présent dans... Alors j'avais noté ça dans un coin. Peter Parker, lui, est présent jusqu'à la fin de l'épisode 9, donc la fin du tome 2, du tome précédent, Peter Parker est encore présent, il retient un peu les envies meurtrières, les écarts de conduite d'Octopus. Et à la fin de l'épisode 9, il y a un affrontement entre les deux. Et l'esprit, la part d'esprit qui est restée de Peter Parker est effacée. Et il ne reste plus que Monsieur Octopus. Bien évidemment, on sait aujourd'hui qu'il reviendra à la charge, il trouvera un moyen de revenir. Mais c'est assez intéressant d'avoir eu pendant 9 épisodes, voilà, Peter Parker qui vient embêter. Et au bout d'un moment, voilà, c'est bon, on a compris. Il laisse la partie belle, et ce qui permet de passer au cran supérieur pour Octopus en tant que supérieur Spider-Man. Donc une série très intéressante qui renouvelle le genre. Pourtant, à la base, quand ça avait été créé, j'étais pas forcément folichon. Je me dis, oh, qu'est-ce que ça va être que ça? Et finalement, c'est vraiment bien réussi. C'est une vraiment bonne idée. Finalement, une fois que c'est terminé, on en vient à le regretter, ce pauvre Octopus en tant que Spider-Man. Alors, ce tome 3 en lui-même, lui, présente 3 petites histoires. La première, c'est tout ce qui est dessiné par Camuncoli. C'est Spider-Man qui va aller au raft, si je ne vous dis pas de bêtises, je pense que c'est là, et qui va devoir gérer l'exécution, la mise à mort de l'anti-araignée en aidant Jameson. Bien évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. Au lieu d'avoir une exécution, on a des gens qui s'échappent. Donc non seulement l'anti-araignée, mais le scorpion, le vautour, tout un tas d'ennemis. Et Spider-Man va devoir leur régler leur compte, même s'il avait en quelque sorte prévu les choses, prévu l'évasion. Et ça va donc partir en grosse baston, etc. Ensuite, nous avons une deuxième histoire, cette fois avec le Caïd. Donc cette fois, c'est Spider-Man avec son armée de mercenaires qu'il a payé, parce qu'il a une armée de mercenaires qui paye, qui va s'attaquer à Shadowland, le repère du Caïd et de la main. Bien sûr, cela sans autorisation quelconque. Il fait du chantage à Jameson, ce qui fait ce dernier ne peut pas contrer. Ça va donner lieu à un affrontement avec le super bouffon. Et au terme de cet affrontement, la main est vaincue. Shadowland est sous contrôle du supérieur Spider-Man, en tout cas de la ville finalement, c'est pour qu'il la contrôle. Et on arrive à la mise en place de ce monsieur, de cette fratrie, de ces gens, puisqu'ils sont plusieurs, qui sont les bouffons, qui commencent à dessiner leur toile, justement, puisque dans le Spider-Man, les bouffons dessinent leur toile et peu à peu vont arriver à prendre de l'importance jusqu'au règne des bouffons, qui est la fin du supérieur Spider-Man. On en parlera un peu plus tard quand les épisodes seront sortis en VF. Mais voilà, donc tout se met en place, des personnages apparaissent, voilà, le piège se referme déjà, puisque des gens commencent à se douter qu'il ne s'agit pas de Peter Parker, qu'il s'agit de quelqu'un d'autre dans le costume de Spider-Man, et c'est vraiment très réussi. La fin du tome, c'est l'affrontement contre le super bouffon, puisque Spider-Man va annoncer à tout le monde, en direct, l'identité du super bouffon. Il n'a aucun scrupule désormais, et voilà, il va le vaincre, et le super bouffon se retrouvera enrôlé dans l'armée des bouffons, sous un autre nom, dans une armée, et on sent déjà que les choses vont devenir très sérieuses pour Superior Spider-Man. Donc voilà, un tome 3 toujours aussi intéressant que les précédents. Si vous avez acheté les précédents, je vous le conseille, Superior Spider-Man, c'est du bon petit Spider-Man à lire, c'est du Marvel Now, ça coûte pas cher. Donc voilà, Superior Spider-Man, tome 3, et on attend bientôt le tome 4. Et ensuite, on va parler de deux Batman. J'ai pris les deux, je les ai lus, enfin. Batman The Dark Knight Returns, de Frank Miller, et la suite, Batman The Dark Knight Strikes Again, toujours de Frank Miller. Commençons par The Dark Knight Returns, que tout le monde devrait ou doit lire dans sa vie. C'est quoi? C'est simple en fait, on décide de se projeter dans le futur et de montrer un Bruce Wayne âgé, dans un monde où
la corruption a gagné, où les super-héros ont abandonné, ils ne sont plus les bienvenus sur Terre, la plupart sont partis, Wonder Woman est parti, Green Lantern est parti, d'autres ont accepté de se vendre, on va dire ce qui est, de se vendre au gouvernement. Superman, il devient le laquais des États-Unis. Et au milieu de ça, il y en a un qui a abandonné, qui pendant 10 ans, après une retraite, c'est Bruce Wayne. On n'a plus entendu parler de Batman pendant 10 ans. On est bien sûr, il faut se remettre dans l'optique de l'époque, que Jason Todd est mort et enterré. Il n'y a pas encore de Red Hood à cette époque-là, il n'est pas revenu d'entre les morts. Donc voilà, il est brisé par cela, Bruce Wayne, il ne veut plus être héros. Voilà. Et toute la première partie du livre se concentre sur la mise en place de ce monde sombre, ce monde cupide, ce monde... il faut savoir que Frank Miller fait une grosse critique de la société, critique des médias, une critique très intéressante que je ne peux que soutenir ici, qui ne sera pas le cas de ses propos dans le livre suivant. C'est vraiment très intéressant, visuellement c'est très beau aussi. Voilà. Il est aidé encore, il n'est pas seul au dessin, il n'est pas seul, il ne fait pas tout, il ne fait pas les couleurs, etc. C'est vraiment intéressant. Et dans ce monde apparaît une menace qui s'appelle les mutants, comme dans les X-Men, les mutants. Donc là on en a un aperçu. Ce sont en fait des jeunes, des gangs, des jeunes racailles, des gangs qui veulent faire la loi en ville et personne ne les arrête. Et finalement Batman va reprendre du service. Il va reprendre du service. Alors attention, il reprend du service avec des armes, avec des tanks, etc. Il va s'en prendre à ces mutants. Et il va avoir un nouvel allié, une Robin d'ailleurs, puisque c'est une fille, qui arrive là un peu comme ça. Et quand on connaît le personnage de Batman, en principe, il n'est pas d'accord pour avoir un Robin comme ça. C'est pas si évident, même quand on découvre son secret, non, au début c'est non. Il faut attendre. Là au contraire, il est tellement seul dans ce monde qu'il accepte tout de suite ce Robin. C'est Alfred au contraire qui dit monsieur, on ne peut pas l'emmener chez nous, etc. Donc ça c'est la première partie du récit. Donc il s'est partagé en livres. Donc là je suis à la fin du livre 2, qui est à peu près la moitié. Voilà, la moitié du livre. À la moitié du livre, il a Robin avec lui. Il a vaincu les mutants, mais en fait il a été vaincu lui mano à mano par le chef des mutants. Et arrive le livre 3. Le livre 3, c'est la traque. Donc la police, Gordon part à la retraite, il est remplacé, et la police se remet à traquer Batman, comme c'était le cas avant. Alors les dessins, vous voyez, je vous montre un petit peu, sont vraiment réussis. C'est du Frank Miller évidemment, donc c'est un style particulier, mais c'est du bon Frank Miller. Parce qu'il faut savoir quand même reconnaître qu'il y a du bon Frank Miller, et il y a du Frank Miller qui est pas bon. Donc ça c'est du bon Frank Miller, regardez, voilà, là on a Superman. Alors Superman c'est vraiment l'image américaine, là il réussit bien, vraiment, voilà, je suis le bon fermier, voilà. C'est vraiment, c'est très réussi le discours politique, médiatique qu'il y a à l'intérieur de cette œuvre. On a les personnages qui reviennent. Alors c'est le paradoxe de cette histoire, c'est que Batman est traqué, il y a des psychologues qui passent à la télévision et qui disent qu'en fait il est complètement fou, c'est lui qui crée la criminalité, c'est lui qui crée les fous. Et tandis qu'ils disent ça, par contre ils vont libérer Double Face, ils vont libérer Joker en disant qu'ils méritent d'être en liberté, que ça y est, ils sont soignés, et évidemment ils vont tuer des gens, ça va continuer, mais c'est pas de leur faute, c'est de la faute à Batman, c'est typiquement ce qu'on retrouve en fait d'ailleurs dans notre société, parfois aujourd'hui, c'est très intéressant la réalité des faits qu'on peut trouver dans un comic books qui se réfère à la réalité des faits de notre société aujourd'hui. Donc voilà, et donc il va partir à la pourchasse, il va pourchasser ce Joker, qui tue énormément de gens en l'espace d'une nuit, il est complètement fou. Et voilà, il règle ses comptes avec ce dernier, il règle son compte avec les mutants. Et une fois que c'est fait, reste un ennemi improbable, c'est Superman. Superman, le vendu, qui va lui aussi devoir affronter. Et ça se termine dans un duel incroyable, où il va avoir un peu d'aide de Robin, un peu d'aide un ancien membre de la Justice League. C'est très intéressant de voir ça. Alors par contre ce dernier, attention, il y a des petites idées politiques là-dedans, puisque ce héros est devenu communiste, on lui dit. Et il a vraiment la haine envers Superman. Et donc à la fin, il se passera quelque chose. Bruce Wayne est supposé mort. Voilà, des mains de Superman, même si ce dernier sait très bien
C'est l'une des phrases les plus importantes, les plus grandes citations de Batman, qui dit à Superman au sol: souviens-toi à jamais que je serai le seul homme à t'avoir vaincu. Et je pense que c'est la phrase la plus importante pour moi, qui fait que Batman est le plus grand super-héros, encore au-delà de Spider-Man. C'est que c'est un humain comme les autres, et il est le seul finalement à pouvoir même faire tomber des dieux, puisque Superman, disons-le, est un dieu. Donc Dark Knight Returns est un récit majeur, un récit qui est obligatoire de lire. Il est profond, il est bien dessiné, il y a des belles couleurs, ça coûte 28 €, c'est un gros pavé. Il y a en plus le film avec. Alors le film est en 2 parties, la deuxième partie est dans Dark Knight Strikes Again. Le film est moins intéressant, il est très fidèle finalement, il est très fidèle mais n'apporte rien, je trouve, par rapport au livre. Parfois on peut apporter des choses, autant sur un Year One j'ai trouvé que c'était magnifique, ça magnifiait, autant là-dessus c'est poli, voilà, c'est une retranscription très polie de l'œuvre, mais pas forcément nécessaire. Donc voilà pour cette œuvre-là, qui est vraiment voilà, un des meilleurs titres du Chevalier Noir. Par contre, des années plus tard, on a eu sa suite, The Dark Knight Strikes Again. Donc la couverture est jolie, quand on voit ça on se dit ah, ça a l'air intéressant. On a toujours Frank Miller, donc on se dit pourquoi, ça va être bien. Et quand on ouvre, il suffit de regarder le début, voilà. Alors le papier, c'est intéressant, la qualité du papier. Si on est sur du papier mat, un peu, du papier à la Marvel Icons, justement, les Spider-Man Icons, etc. Je suis pas forcément très fan, mais pour le coup, pour ce type de couleur, ça me va. Donc ça m'a pas dérangé. Et par contre, le suivant, il est sur du papier glacé. Du papier de meilleure qualité, alors que l'histoire n'en vaut pas forcément la chandelle. Et ça nous donne ceci. Alors il suffit de voir le début. Regarde. Je vous montre ça. Voilà. Vous tombez là-dessus. Vous commencez ça. Vous dites c'est quoi ça? C'est un dessin d'un gamin qui ne sait pas dessiner. C'est Flash, si vous ne l'avez pas reconnu. Et tout le livre est ainsi. Alors on reconnaît, mais vraiment, on a l'impression que c'est du Frank Miller qui s'applique pas. C'est n'importe quoi. Alors il y a des recherches esthétiques, visuelles, là, quand on nous met des ombres, l'éclair avec Batman, etc. Il y a des recherches, mais le problème c'est que c'est mal fait. Je veux dire, même s'il y a l'idée, je pars du principe qu'on peut avoir l'idée, mais il faut la mettre en forme. C'est voilà. Peu importe l'idée, si c'est pas bien fait, ça ne sert à rien. Donc voilà, ensuite on a des pages là, c'est ignoble, c'est ignoble. Voilà, comment savoir que c'est Superman, un homme complètement... Il n'y a aucune proportion dans les formes visuelles. Voilà, regardez. Hop, voilà ça. On comprend pas même l'histoire, pourquoi Carrie Kelly, qui est une Robin, devient une Catgirl, c'est pas Catwoman, c'est Catgirl. Pourquoi voilà, c'est un grand pourquoi cette œuvre-là. Un grand pourquoi. Voilà, donc il y a une histoire, alors une histoire beaucoup plus classique déjà. On a toujours la critique, mais c'est une critique un peu vide cette fois de la société, une critique un peu vide des médias, une critique un peu vide de la politique. Et à côté de ça, il met une histoire classique avec un grand méchant, Lex Luthor et Brainiac, qui contrôlent la Terre. Pourquoi avoir fait les deux en même temps? Soit on se concentre et on le fait très bien comme dans The Dark Knight Returns, soit on le fait pas, et dans ce cas-là, on se concentre sur une histoire classique avec des vrais méchants. Je sais pas. Donc on retrouve plein de héros, Atom, Plastic Man, etc. Wonder Woman, il y a des clans qui se préparent, il y a beaucoup d'affrontements, il y a des... Vous voyez ça, ce genre de double page, c'est une double page qui a du potentiel, mais quand vous regardez les dessins, le Batman en bas, il fait rire quoi, il fait rire, on se dit c'est quoi ça? C'est tout comme ça, voilà, regardez, des trucs comme ça. Je sais pas. C'est vraiment du gâchis. Et même les couleurs, les couleurs sont pas réussies, je sais pas. C'est vraiment une œuvre, on sent de la colère en fait, on sent de la frustration là-dedans. On sent que Miller, il a voulu, allez, je vais cracher un peu mon venin, voilà, il s'est dit... Les costumes, en fait, quand vous regardez Flash, en fait, ils vont libérer Flash à un moment donné. Et Flash, il troque son costume habituel contre un costume noir, et en plus qui va pas jusqu'au bout, c'est-à-dire ça lui fait un short. Ça lui fait un short et les manches courtes. Bah non, on a l'impression que le truc a rétréci au lavage, ça se fait pas. Non, je suis désolé. Ensuite, on a une histoire de Joker qui revient.
Alors pendant un moment on se dit est-ce que c'est le vrai Joker? En fait c'est pas possible. Et là on nous crée un truc totalement invraisemblable en nous disant que le Joker c'est Dick Grayson qui a la colère parce qu'il a été viré par Batman. C'est n'importe quoi. Je veux dire, on a tellement d'années, j'ai tellement d'années de lecture de Batman que Dick Grayson est le dernier personnage qui pourrait devenir un ennemi. Dick Grayson c'est le pur. Si Dick Grayson devient un ennemi, un espèce de Joker, alors dans ce cas-là, n'importe quel allié de Batman devient un ennemi. C'est pas réaliste, c'est juste parce qu'on t'a mis dehors. Pas du tout. On sait d'ailleurs que Dick Grayson, il est pour son émancipation. C'est lui qui a quitté Batman pour devenir Nightwing. Voilà, ça n'a aucun sens. Ce livre n'a aucun sens. Il n'a aucune qualité visuelle, aucune qualité. Alors il y a pourtant des petites choses. Il y a des petites choses dans le récit, mais c'est tellement noyé dans un condensé de n'importe quoi que voilà, vous avez payé, j'ai payé 28 €, c'est le même prix que l'autre. Voilà, c'était la suite, je voulais voir ce que ça donne. Voilà, je critique pas. J'ai entendu tellement de mal sur cette œuvre, mais c'est pas parce qu'on dit du mal et que je vais y croire. Voilà, je vais dire d'abord, je vais m'en assurer. Et voilà, je peux vous assurer, voilà, moi-même, vous ferez l'expérience par vous-même, que bah, c'est mauvais, c'est l'un des pires trucs qu'on puisse voir. Visuellement, je pense qu'il n'y a pas pire. Je dois y avoir, je pense. Mais chercher pire visuellement que ça, c'est balèze quand même. C'est-à-dire que Monsieur Miller qui nous a fait 300, qui nous a fait Sin City, qui nous a fait le Dark Knight Returns et tellement de belles choses. Parfois l'écriture, Year One, etc. Et à la fin on est là-dessus. C'est du gâchis. Alors heureusement, reste, vraiment c'est peut-être l'intérêt. Le film, alors le film est dans la lignée de l'autre, c'est la suite. En fait, c'est pas le film Dark Knight Strikes Again, c'est le film Dark Knight Returns. Ouais, parce que malheureusement, si ça avait été le film Dark Knight Strikes Again, ça aurait pu être intéressant finalement de rectifier les défauts et de faire quelque chose de joli, puisque c'est ce qui nous manque, le graphisme déjà de base. Mais non, c'est la deuxième partie, on a fait en deux parties le Dark Knight Returns. Donc voilà. Donc ne vous trompez pas, ça c'est excellent, c'est un chef-d'œuvre, ça c'est du caca. Et encore, c'est un peu insulter le caca. Non, ça c'est. Voilà, quoi. Pour montrer que peu importe l'auteur, c'est comme dans le cinéma, il ne faut pas se fier à un nom, on est capable du meilleur comme du pire. Quelle que soit la personne. Voilà. On peut s'appeler Scott Snyder, on peut s'appeler Ivan Reis, on peut s'appeler Greg Capullo, on peut s'appeler qui on veut, David Finch, etc. On peut faire le meilleur comme le pire. Il n'y a pas de. Voilà. C'est pas parce que je m'appelle monsieur que je ne fais que des trucs bien. Non. Ça vaut pour tous les arts, ça vaut pour tout. Voilà. On peut être un grand réalisateur et faire un film pourri. Voilà. Il faut admettre, il ne faut pas faire le fanboy qui dit tout est bien. Et ça, voilà, ça c'est pourri, ça. C'est pourri, il faut oublier, voilà. Alors que juste avant, l'œuvre, la première partie, est un chef-d'œuvre total, voilà, que tout le monde doit posséder. Donc voilà pour ces deux œuvres, pour ces deux Batman, qui font donc une grosse partie de la mythologie, enfin une très grosse ici, puis là, une un peu moins. Voilà pour ce numéro qu'on va arrêter ici, puisqu'on a déjà pas mal parlé.